de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Nous sommes toujours au mois d'octobre, le mois rose, le mois octobre rose, où on rend un hommage à toutes ces femmes qui se battent, qui se relèvent du cancer du sein. J'aimerais, avant de vous présenter la personne qui est avec moi aujourd'hui, vous préciser une chose. Le cancer du sein, ce n'est pas qu'en octobre. Ce n'est pas que octobre rose. C'est toute l'année. Donc n'hésitez pas à manifester votre soutien et à être à l'écoute avec bienveillance de toutes ces femmes qui passent par cette épreuve. Aujourd'hui, pour en parler, et elle nous racontera son histoire, j'ai le plaisir d'accueillir Gerty. Bonjour Gerty. Bonjour Hélène. Trop contente que tu aies accepté de venir à mon micro. Merci, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Merci. Et avec les autres femmes aussi. Avec les autres femmes, oui. Parce que c'est un sujet que tu connais très bien. Alors, c'est un sujet que je connais très bien parce que effectivement, j'ai eu un cancer du sein en 2017. Donc, c'est une épreuve qui a été difficile. C'est une tranche de vie, on va dire, à la base qui était douloureuse, mais qui effectivement, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était, on va peut-être en parler après, que c'était une bonne chose, on va dire, entre guillemets. Comment tu as découvert ton cancer ? Alors, en fait, il est important de le préciser quand même. J'avais eu un accident qui, à la base, n'était pas très très grave, 2 ans et demi auparavant, et qui s'est aggravé parce que j'ai eu une sorte de maladie orpheline. J'ai eu ce qu'on appelle une algodystrophie, et ça m'a immobilisée pendant plus d'1 an. En fait, je ne pouvais pas marcher, donc c'était beaucoup de séances de kiné. Ça a été une période très très difficile. Au bout de 2 ans et demi, je me suis dit, bon, allez, quand même, je vais reprendre mon travail parce que je ne peux plus rester dans cette situation et peut-être qu'en retravaillant, ça va m'aider. Et en fait, je me préparais parce que c'était au mois de décembre et je voulais reprendre mon travail en janvier. Et puis, du coup, j'ai eu à faire un examen, une mammographie, parce que j'en faisais tous les 2 ans, depuis l'âge de 40 ans. En faisant cet examen, j'ai appris qu'effectivement, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, le radiologue m'a demandé de revenir pour faire un complément d'examen. Donc, j'ai fait une échographie et là, j'ai appris effectivement... Enfin, c'est pas lui qui me l'a dit directement. Il m'a demandé d'aller voir mon médecin très, très, très rapidement. Quand je suis partie voir mon médecin très, très rapidement, il m'a dit non, c'est pas moi. Surtout, allez voir la gynéco. En fait, ça ajoute à l'anxiété. Alors, en fait, ce sont des gens qui me connaissent depuis très, très longtemps. Donc, ils ont compris ce qui se passait. Et en fait, il y a une sorte de peur qui s'était installée. Mais et chez en toi fait, aussi, vu leur réaction. moi, pas du tout. Pas du tout ? Non, j'étais pas. Pour moi, il y avait quelque chose, mais je n'avais pas du tout spécialement pensé au mot cancer, en tout cas. Et donc, j'ai été voir la gynécologue et là, on a dû faire une biopsie. J'ai dû aller à l'hôpital où j'avais accouché, faire l'examen. Mais comme j'avais des copines qui avaient eu le cancer du sein juste avant moi, elles m'avaient dit comment ça se passait. Et en fait, selon la couleur, donc on cache un petit peu, les médecins cachent pour pas voir au moment du prélèvement, mais j'ai quand même vu. Bon, jusque-là, je me suis dit, ça peut pas être ça peut pas être moi. Et quand la gynécologue on a fait les examens et elle m'a appelé... moi, je l'ai rappelé parce que je lui ai dit, mais écoutez, j'ai fait des examens, on n'a pas encore les résultats. Elle me dit, la secrétaire me dit, écoutez, je transmets au médecin tout de suite. Et le médecin m'a appelé et c'est là qu'elle m'a annoncé, elle m'a dit que les nouvelles n'étaient pas très bonnes. Et elle a été très agréable parce que me l'a annoncé au téléphone très rapidement, parce qu'il fallait aller très très vite. Et elle a rajouté, les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais on va s'occuper de vous, vous êtes entre de bonnes mains. Jusque-là, rien. Pas de panique pas pour de panique, l'instant, en non. confiance. J'étais au petit déjeuner, je me rappelle, j'ai fini mon petit déjeuner tranquillement. Je me suis préparée comme si j'allais au bureau, je me suis maquillée, je me suis fait belle, j'ai pris ma voiture et je suis partie à Paris parce qu'elle était dans le 12e à Paris et j'ai été la voir. Et je suis arrivée, j'ai patienté. Elle m'a reçue parce qu'en fait, elle m'a reçue entre deux puisque c'était pas du tout prévu. Elle partait à la retraite le lendemain. Voilà.
Et il faut savoir que c'était Noël. On allait fêter Noël, en fait. Voilà. Et donc, elle m'a reçue. Elle a tout organisé. Alors, je ne comprenais pas parce qu'à un moment, elle s'est énervée après une secrétaire à l'hôpital parce qu'elle, en fait, elle ne voulait pas prononcer le mot cancer devant moi. Et comme la secrétaire ne comprenait pas ce qu'elle lui disait, elle a hurlé en disant « C'est une urgence, c'est pour un cancer ». Bon, mais jusque-là… C'était la première fois que qu'on j'entendais. prononçait le mot Oui, cancer. devant moi. Mais ça m'a pas plus que ça. Je me suis dit, bon, on va faire ce qu'il faut, quoi. Et en fait, c'est au moment où elle me dit, comment ça va? Oh, je lui dis, ça va bien. Et elle me regarde, elle me dit, parce qu'elle connaissait mes 2 enfants, parce qu'elle m'avait accouché de mes 2 enfants, elle me dit, comment vous allez l'annoncer aux enfants? Et moi, je la regarde et je lui dis, je ne vais rien leur dire. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais vous allez être malade pendant plus d'1 an. Et là, j'ai pensé à ma fille qui, en fait, elle était en prépa scientifique à Paris. J'ai pensé à mon fils et là, je me suis mise à pleurer. Je venais de comprendre ce qui se passait. Ce qui t'attendait. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle venait de m'annoncer parce que moi, je m'étais dit, je ne dirai rien, je vais faire mes soins, voilà. Donc, j'ai pleuré, mais vraiment tout ce que je pouvais. Donc, elle m'a demandé d'attendre un petit peu, parce que j'étais venue en voiture, bien sûr, hein, il a fallu repartir. Et en fait, je me suis ressaisie, et puis je me suis dit, bon, ok. Mais jusque-là, je me suis dit, peut-être qu'ils se sont trompés, hein, c'est peut-être pas moi, en fait. Hein. Et en fait, je suis rentrée à la maison. Et c'était Noël, donc il fallait préparer Noël. Et tu as passé les fêtes de Noël, tu l'as annoncé après? Alors, donc le 24, donc moi je fête Noël en petit comité avec mes 2 enfants. C'est un rituel entre nous, c'est très chouette. C'est marrant parce qu'il y a vraiment des signes. Et mon fils, il a du mal à mettre la table, il ne sait pas où mettre les couverts, voilà. Et ce jour-là, il me dit, maman, ce soir, c'est moi qui mets la table. Ah, je lui dis, d'accord, ok. Ma fille qui portait jamais de robe, elle avait acheté une belle robe rouge. Et j'arrive, je vois une super belle table. Il m'a juste dit, dis-moi quel thème que tu veux faire. Et je vais m'adapter. Et le gars, il avait mis une super belle table. Il avait bien dressé, vraiment la nappe, tout ce qu'il fallait, vraiment impeccable. Et ma fille, je me rappellerai toujours, je suis dans un duplex et je la vois descendre avec cette magnifique robe. Et là, je me suis dit, waouh. Et là, je suis partie dans la salle de bain. J'ai pleuré un bon coup. J'ai pris une bonne douche. Je me suis dit, mes enfants sont beaux, tu ne vas pas rester comme ça, en jean, voilà. Je me suis préparée. Ils avaient décidé de faire du rouge, or et blanc, je crois. Et donc, je me suis dit, bon, t'as de quoi faire dans ta garde-robe, là. Donc, voilà, prépare-toi. Et je suis descendue. Tu assures. Voilà. On a mangé, ça s'est bien passé. Est arrivée la séance de photos parce c'est notre rituel, hein, la séance de photos. J'avais fait des super cadeaux, eux aussi ils avaient prévu des cadeaux, tout ça. Et au moment de faire le fameux selfie, et c'est là que ça m'a traversé l'esprit. Et je me suis dit, voilà, c'est peut-être ton dernier Noël avec tes enfants. Mais ça n'a pas duré longtemps. Je me suis dit non, ce ne sera pas mon dernier Noël. Il y en aura plein d'autres des Noëls. Et je crois que c'est la plus belle photo que j'ai avec mes enfants, avec un smiley, mais tous les 3, on a un super smiley, donc je me dis, ouais, l'univers était vraiment là. Tu leur as annoncé quand? Alors, je me suis dit, il va quand même falloir leur dire, donc j'ai appelé une amie qui est psychologue. Alors déjà, elle, quand elle a appris, elle était effondrée pour moi, parce que voilà, et elle me dit, tu sais, il n'y a pas de moyen pour le dire, hein. C'est comme tu le sentiras. En revanche, je me suis dit, il va falloir que je leur annonce avant le 31, parce que j'ai pas envie quand ils vont me souhaiter le nouvel an, non, ça va être difficile. Donc le 30 au soir, j'ai juste, comme on avait bien mangé, c'était les fêtes, tout ça, j'avais organisé un petit velouté, j'ai dit on va manger juste un velouté, et pendant qu'ils étaient à table où tout le monde s'apprêtait, j'ai dit attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Et là ils se sont tus, et voilà, et je leur ai annoncé, je leur ai dit voilà. Je viens d'apprendre que j'ai un cancer du sein. Et alors là, ça a été la cata. Et là, je me suis dit, toi, tu ne pleures pas, Gertie, parce que les 2 se sont mis à pleurer en même temps. Et là, ça a été très, très dur. Très, très dur, parce que mon fils venait d'apprendre que sa meilleure amie avait aussi un cancer. C'était une jeune qui avait son âge.
Et là, je me suis dit, ça, il me l'a dit, enfin, il me l'a dit sur le coup, ma fille dévastée. Et là, je me suis dit, non, toi, tu pleures pas. J'ai pris les 2 mains et je leur ai dit, je vais avoir besoin de vous. On forme une équipe et on va gagner cette bataille ensemble. Et ils m'ont dit, ok. Mais il a fallu pour ça les rassurer et être présente, quoi. Donc, et là, j'ai été forte. J'ai décidé d'être. Je me suis dit, j'avais compris. Il fallait faire les examens et qu'il fallait avancer, quoi. Donc j'ai retroussé mes manches. Je me suis dit, bon, ben on y va. Et ton traitement a duré combien de temps? Alors, j'ai eu un traitement très très long. C'est un traitement qui a duré en tout 14 mois. Parce que j'ai été opérée, je vous dis, j'ai su ça à Noël. J'ai été opérée à mon anniversaire, début janvier. Et j'ai commencé les soins pratiquement tout de suite. Donc, c'était les grosses chimios où j'étais très très mal. Après, c'était des chimios toutes les semaines. Après, elle m'a laissé un moment de répit pour rentrer en Guadeloupe voir ma famille, parce que je vivais dans l'Hexagone. Et après, j'ai enchaîné la radiothérapie pendant 2 mois. Et après la radiothérapie, j'ai fait un très beau voyage pour essayer de couper un peu avec tout ça. Et après, j'ai fait, parce que ça faisait partie de mon traitement, des chimios sous-cutanées. Des chimios sous-cutanées? Oui, c'est-à-dire ce sont des piqûres qu'on fait à la cuisse. Il faut aller en hôpital pour ça. Donc j'allais à l'hôpital faire cette injection. À quelle fréquence? En fait, c'était toutes les 3 semaines. Pendant combien de temps tu as fait ça? J'ai fait ça donc de décembre à avril. D'accord. Et c'était la dernière phase du traitement? Alors j'ai fait la dernière chimio sous-cutanée en avril 2018. À quel moment est-ce que on te dit c'est bon, vous êtes en rémission, madame? Alors, on ne dit pas ça tout de suite. En fait, ça a été très difficile l'après-soin. En fait, ce qui est difficile, c'est l'après-cancer, en fait. Parce que pendant tout le temps du traitement, on est bichonné, on prend soin de nous, on va à l'hôpital, les gens sont présents. Et en fait, ça s'est arrêté. Donc moi, j'ai dit, youpi, je ne vais plus à l'hôpital, tout ça, c'est fini. Sauf qu'au mois de mai, je crois, fin mai, j'ai senti une pointe de dépression. Et j'avais rendez-vous avec une copine qui avait écrit un livre sur le cancer et je voulais acheter son livre. Et je lui dis, Caro, il faut que je te dise quelque chose, je me sens pas très bien. Et là, elle me dit, bah écoute, oui, tu es en petite phase de dépression là. Et c'est là qu'elle m'explique que très souvent, ça arrive parce qu'effectivement, c'est la fin des soins et on est largué un peu dans la nature. Oui, donc, du jour au lendemain, on se retrouve seul face à avec sa maladie. Seul avec sa maladie. En fait, on vous dit pas que vous êtes guéri totalement. On a fini les soins, certes, mais j'avais quand même des contrôles encore tous les 3 mois. Mais j'allais plus à l'hôpital tous les jours, quoi. Donc voilà, il s'était passé quelque chose. Et ça a été très difficile à vivre. Et c'est en parlant, c'est pour ça que c'est important de parler, de dire les choses avec les personnes qui ont vécu la même chose, parce que ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et c'est pour ça que je dis que l'après-cancer est encore plus difficile que la période de cancer, que la période elle-même. Parce qu'on est livré, on est tout seul, face, et puis on va pas bien. On va pas bien. Moi, j'étais tout le temps fatiguée. Alors le médecin me disait, mais c'est normal, vous venez de finir les soins et tout. Oui, mais enfin quand même. Donc voilà, vous m'avez dit que j'ai fini, donc ça devrait aller bien. Et en fait, c'est très difficile. Et c'est très difficile. C'est pour ça que j'ai envie de demander aux gens d'être vigilants dans les mots. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas, mais effectivement, c'est difficile de dire à quelqu'un, mais je ne comprends pas, parce que souvent mes amis me disaient, mais je ne comprends pas, tu as fini les soins et tu te plains, mais de quoi est-ce que tu te plains? Sauf que j'étais très très mal, quoi. J'étais très très mal comme beaucoup de femmes qui continuent à souffrir, en fait, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer, tout est mis à mal. On est mal psychologiquement, on est mal physiquement, on est mal émotionnellement. Et en fait, ça ne s'arrête pas, ça. Les soins se sont terminés, certes, mais les produits sont là, dans le corps. J'ai des syndromes, ce qu'on appelle des syndromes pieds-mains. J'ai l'impression de marcher sur des braises en permanence, encore aujourd'hui. Et on a des douleurs partout dans le corps. Ça fait très très mal, quoi. Donc c'est pas évident. À partir de quand tu as eu l'impression de te redresser,
de te dire, Gertie, ça va aller? Assez rapidement quand même, hein. Je me suis dit, je suis pas de nature à me plaindre. Je me suis dit, bon, ok, d'accord, je suis fatiguée, j'ai mal partout. Et là, j'ai pris la décision, parce que du coup, ma fille avait passé ses concours, elle était en école d'ingé, donc tout allait bien. Ben, je me suis dit, bon, mais moi, je pars en Guadeloupe. J'ai décidé de rentrer en Guadeloupe. Je suis arrivée en Guadeloupe avec une valise. En fait, j'ai fait le choix de venir, comme j'aime à dire. J'avais rencontré le docteur Henri Joseph et je lui avais dit, je suis venue me guérir en Guadeloupe. Et il m'a regardé, il a souri, il m'a dit, waouh, vous avez tout compris, vous. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai été soignée, hein. On est soigné, hein. On est soigné par des chimios, par des traitements lourds, mais on n'est pas guéri pour autant. Il fallait se guérir, ce cancer, pourquoi il est arrivé comme ça un jour dans ma vie? Se poser des vraies questions. Et là, je me suis dit, je ne veux plus avoir la vie que j'avais avant, donc j'ai décidé de m'installer en Guadeloupe, de venir chercher dans la nature de ma Guadeloupe que je connaissais, mais où je venais en vacances que 15 jours dans l'année. Et en fait, j'ai trouvé mon équilibre parce que j'ai trouvé des thérapeutes pour m'accompagner, des gens très compétents, notamment un psy que j'ai rencontré qui à la base devait m'aider par rapport au cancer parce qu'on a un suivi pour le cancer. Et en fait, il m'a dit, mais oui, mais vous allez rester en Guadeloupe parce que j'ai envie de repartir au bout de 8 mois. Ça n'allait pas. Et il m'a dit, mais non, vous avez votre place ici. Je vais vous aider. Je vais vous aider à rester. Ça fait combien de temps maintenant que tu es là? Ça fait 3 ans et demi. Donc la Guadeloupe a réussi. Ah oui, oui, je suis très très heureuse d'être là. En fait, je prends tout le côté bénéfique de la Guadeloupe, cette nature, les rivières, vraiment, et je me nourris de tout ça et ça me fait énormément de bien. Donc c'est comme ça que je me guéris en fait. J'ai décidé de me guérir de cette façon-là. Parce qu'en fait, ce qui a été... Alors ça m'a poussée à rester aussi parce que j'avais fini les traitements et en fait, dans ma famille, il y avait plusieurs cas. Je vais même dire beaucoup de cas de cancer. Et je me rappelle, les médecins m'avaient dit pendant les traitements, on s'occupera de ça après. On s'occupe de vous là maintenant, on verra ça après. Effectivement, j'ai fait ce qu'on appelle de la génétique pour comprendre. Et effectivement, je suis ce qu'on appelle BRCA2. BRCA2. Voilà. Alors, Gertie va nous expliquer ce que c'est qu'être BRCA2. Alors, en fait, c'est breast cancer, je sais plus quoi, en fait, et 2 parce que, en fait, dans mes gènes, du côté de mon père, en fait, j'ai hérité de ces gènes. Il y a ce qu'on appelle une mutation génétique. Donc, en fait, effectivement, mes cousines, et dont 2 que je connais, sont mortes du cancer du sein. Mon père, ses frères sont décédés de cancer du pancréas. Et donc, ça a été un peu difficile à entendre, mais je me rappelle, j'étais avec ma cousine et Paris m'avait appelé, c'était l'Institut Curie, pour faire le point. Et en fait, moi, je pensais qu'elle m'appelait pour me dire, mais tout va bien. Et en fait, elle me dit, parce que je lui dis, regardez, il fait beau, je suis au soleil, je suis au bord de la piscine et tout. Et puis elle me dit, ouais, c'est bien, ça, c'est chouette et tout. Et puis elle me dit, vous pouvez vous isoler un petit peu? Et je lui dis, oui, d'accord. Et là, elle m'annonce le truc. Alors là, ça a été plus dur que le cancer, en fait. Parce que je venais de comprendre que j'avais hérité de quelque chose qui, voilà. Et je me suis dit, mais non, mais c'est juste une blague. Je lui dis, mais vous n'êtes pas trompée? Elle me dit non. Et c'est là qu'elle me dit, ben, vous rentrez à Paris. Elle me dit, passez vos vacances. Je me rappelle, c'était au mois de juillet. Elle m'a dit, passez vos vacances et on se voit en septembre. En termes de suivi, ça se traduit comment? Alors, en termes de suivi, ça demande... alors, c'est ce qu'on appelle, je fais partie des femmes phares, ce qu'on appelle les femmes à risque, c'est-à-dire sujettes à développer plusieurs cancers. Donc, elle savait qu'en gros, que c'était à 90% du côté de mon père, mais il fallait quand même faire des examens avec ma mère, avec mon autre sœur qui, elle, n'avait pas eu de cancer, parce que j'ai une sœur qui a eu un cancer aussi 6 mois avant moi. Et en fait, il fallait faire des examens complémentaires ici au CHU avec une oncogénéticienne pour comprendre. Donc, voilà. Et je suis partie à Paris, effectivement, au mois de septembre. Et ça a été très dur. Ça a été très dur parce que j'étais à Curie. J'ai pas été soignée à Curie, hein. J'ai été soignée dans un petit hôpital parisien, boulevard Davout, dans le 20e,
qui était très bien, très, très familiale. Soigné, parce que c'était bien après ton traitement pour ton cancer du sein. Oui. On t'apprend que tu es BRCA2, ce qui veut dire qu'en effet, tu peux développer d'autres formes de cancer, mais on te soigne pourquoi? Alors, en fait, pour un cancer qui n'est pas, c'est de la prévention. Alors, en fait. c'est de la prévention. C'est simplement, c'est un bien joli mot pour dire de la prévention parce que du coup, je suis partie à Paris et en fait, j'avais 5 rendez-vous à Curie dans les 8 jours qui suivaient. Et là, ça a été très dur parce que, alors, il faut savoir qu'il y a un collégial de médecins, on vous reçoit, on me regarde, alors on m'explique les choses, et là, on me dit, alors vous comprenez, il faut tout enlever parce que c'est de la prévention, mais il faudra tout enlever. Je lui dis, mais ça veut dire quoi, tout enlever? Et en fait, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je n'ai pas eu de mastectomie, j'ai eu ce qu'on appelle une tumorectomie, on avait été chercher des cellules cancéreuses. Donc, et là, on me dit qu'il faudra enlever les 2 seins et qu'il faudra enlever les trompes, les ovaires, enfin bon, voilà quoi. Et qu'en plus, j'aurai un suivi particulier pour le pancréas puisque mon père et ses frères étaient décédés du cancer du pancréas. Et là, je suis partie en pleurant, j'ai été m'asseoir au Panthéon, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je me suis dit, mais c'est juste pas possible, quoi. Et alors, avec le tact qu'on connaît des médecins, mais enfin ils sont médecins, hein, donc voilà, ils m'ont dit voilà, il faut tout enlever. J'ai dit mais oui, bon, écoutez, je vais réfléchir. Et en fait, je suis revenue, j'ai réfléchi, je lui ai dit écoutez, pour les trompes, les ovaires, ok, d'accord, mais le reste, non, je suis pas prête. D'accord, on vous laisse un temps de réflexion et on m'envoyait à une conférence avec des médecins, des professionnels de la mastectomie. Je suis sortie de là, mais ravagée, mais complètement retournée de toutes ces images. Là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment... Et en fait, j'ai demandé un autre avis. Et en fait, j'ai eu l'avis de la spécialiste du cancer de l'IGR, qui a bien voulu me recevoir et qui vraiment m'a écoutée, qui m'a dit, effectivement, il y aura plus de dégâts psychologiques si on fait ça là, maintenant, donc on va attendre un peu. Mais depuis, j'ai réfléchi beaucoup et en fait, j'ai décidé de me soigner autrement. Et je me suis dit, il n'y aura pas d'autres cancers. Voilà. Parce que, en fait, je me dis, ok, on me dit que c'est génétique, mais mon cerveau a décidé autre chose et Gertie a décidé de passer à autre chose et de vivre autrement. C'était quand ça déjà ? Ça, c'était en fin 2019. Et depuis, Gertie va comment ? Depuis, Gertie, elle va super bien. Elle fait des choses qui lui plaisent. Elle s'est débarrassée de tout ce qui pouvait nuire, tout ce qui pouvait être toxique pour elle. Alors effectivement, il y en a toujours un petit peu de toxicité, mais globalement, oui, j'ai décidé de mener ma vie autrement. Alors j'avais déjà globalement une vie saine, hein, mais là encore un peu plus. Et puis surtout... j'ai décidé que voilà, j'étais la personne la plus importante au monde et que rien ne devait perturber ma vie actuellement. Donc je suis très très heureuse, je suis en vie, je vais bien, je prends tous les bons côtés de la Guadeloupe, je rejette tous les mauvais et je suis très bien comme ça. Et je sais que tu œuvres aussi, tu as œuvré et tu œuvres encore pour cette cause, oui. Le cancer du sein. Oui, en fait, à la base, je suis venue en Guadeloupe pour monter une association qui accompagne les femmes atteintes de cancer. Alors, j'avais décidé de faire ça parce que quand j'étais malade, j'ai rencontré des belles personnes, vraiment qui m'ont accompagnée, qui ont été là, notamment ma copine Lizou, je me rappellerai toujours, quand je lui ai dit que j'avais un cancer, elle m'a dit tu sais quoi, mon téléphone il reste ouvert H24 pour toi, mon mari il est au courant, tu m'appelles à 2-3 heures du matin quand tu as envie de pleurer, je serai là à tes côtés. Ça fait du bien, ça. Et ça fait du bien. Ça, c'est vraiment mon ami de cœur qui vraiment, voilà. Et donc ça m'a donné de l'énergie. Je me suis dit, voilà, j'ai trouvé des belles personnes autour de moi. Donc j'ai décidé, moi, à mon tour, d'accompagner ces femmes parce que c'est quand même un sujet tabou en Guadeloupe. On n'en parle pas beaucoup. Et je me suis dit, quand je peux apporter un peu de réconfort à ces femmes qui traversent l'ouragan d'un cancer, oui, je le fais. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, et c'est très important. Mais la bienveillance, elle se dégage de toi. C'est gentil, merci, c'est vraiment... Mais en fait, il faut faire les choses avec
avec amour, avec son cœur. C'est pour ça que je disais que je décidé de ne plus faire de choses par obligation. C'est-à-dire que quand j'aime quelqu'un, quand je donne avec tout ce que j'ai, comme voilà. Et je dis toujours, quand il n'y a pas d'amour quelque part, mettez de l'amour, vous allez trouver de l'amour en fait. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Qu'est-ce que tu dirais, premièrement, aux femmes qui apprennent là qu'elles ont un cancer du sein? Et qu'est-ce que tu dirais, deuxièmement, aux personnes qui sont autour de ces femmes? Alors, les femmes qui viennent d'avoir un cancer, je leur dirais, c'est difficile, mais c'est pas insurmontable. Entourez-vous de belles personnes déjà pour pouvoir supporter cette épreuve, parce que c'est une douloureuse épreuve, il faut le savoir. Alors aujourd'hui, je peux me permettre de dire que c'est un cadeau pour moi. Le cancer est un cadeau, mais je ne le dirai pas à une femme qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer, parce que c'est pas un cadeau sur le coup, hein. Mais là aujourd'hui, moi, je peux me permettre de dire ça. Et les personnes qui entourent ces femmes, j'ai envie de leur dire, soyez bienveillants. C'est difficile pour vous aussi, mais juste un regard, poser une main, un geste de tendresse, de bienveillance, d'amour, proposer un thé, demander à la personne de quoi as-tu besoin, de quoi est-ce que tu as envie en ce moment. Ne lui demandez pas comment elle va, parce qu'elle va mal en fait. Donc surtout, restez vous-même. Ne pleurez pas sur le sort de la personne parce qu'elle ne veut pas. En tout cas, je ne voulais pas qu'on pleure autour de moi. Et vraiment, je vous dis, des petits gestes d'amour tout simples. Voilà, dire, voilà, j'ai trouvé une petite mangue, j'ai pensé à toi, je te l'ai emmenée. De la bienveillance, tout simplement. De la bienveillance. En quoi ce cancer a-t-il été un cadeau pour toi? Alors, ce cancer a été un cadeau. Aujourd'hui, je peux le dire, hein, mais pendant 2 ans, j'ai pas dit ça. Hein, donc... parce que ça m'a permis de comprendre que la vie est cadeau, que la vie est importante, que rien n'était plus important que la vie. Aujourd'hui, on est là, demain, on ne l'est plus. Parce que c'est aussi ça, le cancer. Hein. C'est que, quand j'ai dit tout à l'heure que ça m'a traversé l'esprit, cancer égale mort quand même quelque part, même si aujourd'hui, on en guérit. Mais il faut savoir qu'il y a des femmes qui meurent encore du cancer. Et oui, c'est un cadeau parce que ça m'a révélé à moi-même, je suis devenue la vraie Gerty, celle que je devais être tout le temps. Et aujourd'hui, je suis celle-là, cette personne et je vous dis, je suis la personne la plus importante au monde parce que je prends soin de moi, je prends soin de ma santé mentale, de ce que je suis et des gens que j'aime autour de moi. Et ça, il n'y a pas plus beau cadeau. C'est très touchant ce témoignage. On arrive malheureusement au terme de cet échange. Merci pour ce message fort que tu as passé aux femmes et aux hommes. Oui. Les hommes surtout. Qui accompagnent leurs compagnes, leurs tantes, leurs sœurs, leurs mères, toutes ces femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Et comme je le disais au début, je le reprécise, le cancer du sein, c'est toute l'année, oui. Pas qu'en octobre. Pas qu'en octobre. Et puis surtout, c'est une affaire de famille. C'est pas que la personne qui est touchée parce que, alors très souvent, on a tendance à dire, les gens disent mon cancer. Alors moi, c'est pas le mien. Hein. Je n'en veux pas. C'est un cancer qui est arrivé. La puissance des mots. Oui, la puissance des mots, tout à fait. Et surtout, j'ai envie de dire aux gens, faites bloc, faites famille à ce moment-là, faites front ensemble et la personne gagnera cette bataille-là parce qu'elle est importante. D'être entourée, d'être chouchoutée, de se sentir en tout cas en confiance avec des gens qu'on aime. C'est très important. Je suis extrêmement heureuse que la Guadeloupe ait fait la Gerty que j'ai face à moi. Bah oui, mais en fait, il y en a beaucoup. Moi, j'ai rencontré de très, très belles femmes en Guadeloupe, notamment toi, Hélène. Donc, c'est vraiment, je suis vraiment ravie. Je suis émerveillée quand mes copines de près me disent, mais comment tu as pu t'adapter en Guadeloupe? Et j'ai dit, ben ouais, parce que je suis heureuse, je fais des choses que j'aime, je vois des belles personnes, j'ai rencontré des personnes merveilleuses, je continue à rencontrer. Alors, peut-être parce que j'ai une fréquence vibratoire très haute, ça fait qu'effectivement, on les rencontre, on les attire, c'est ça. Merci à toi d'être venue à moi. Merci à toi Hélène. Merci à toutes ces femmes, merci à toutes ces familles. Et de bien profiter de la Guadeloupe. Merci. À très bientôt, prends grand soin de toi. Mais je sais déjà que tu prends soin de toi. Oui, avec grand plaisir. À bientôt, Gerty. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode.
Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.